Les activités liées à la quinzaine de l'environnement et du climat dans les villes du littoral ont débuté à Sassandra avec la remise du matériel de production d'Atiéké aux femmes des 4 villages impliqués dans la restauration de la mangrove. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Abou Bamba, a saisi l'occasion pour annoncer une opération d'envergure. Le gouvernement de Côte d'Ivoire annonce solennellement aujourd'hui, ici à Sassandra, le lancement d'un projet qui a pour objectif de restaurer 30 000 hectares de mangroves à une brève échéance sur tout le littoral de notre pays, y compris ici à Sassandra. À Grand Bérébi, où a été célébrée la Journée internationale de la biodiversité, le ministre Abou Bamba a demandé aux populations de s'impliquer davantage dans la préservation de la biodiversité. Toujours à Grand Bérébi, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a présidé l'exercice annuel du plan Polymar, plan national de lutte contre les pollutions en milieu marin et lagunaire, qui est déclenché pour gérer les crises de pollution des milieux marins, lagunaires et de la zone côtière par des hydrocarbures ou autres produits chimiques et toutes substances dangereuses. Le plan Polymar tel que déclenché a bien fonctionné. Tout le monde a répondu présent. Les moyens ont été déployés. Et de dire que nous avons en notre sein des fils et des filles de ce pays-là capables de relever des défis de cette sorte-là. Les maires des villes du littoral se réjouissent de cette 12e édition de la quinzaine de l'environnement et du climat qui prend en compte les préoccupations environnementales des populations. À Douala, le Cameroun confirme son ambition de faire de l'économie bleue un levier stratégique de croissance et d'attractivité économique. Les 11 et 12 juin 2026, la capitale économique a accueilli la 10e édition du First Economy Forum organisé autour du thème « Le Cameroun, une attractivité économique majeure dans la sous-région CEMAC ». Décideurs publics, investisseurs, experts et opérateurs économiques s'y sont réunis pour examiner les perspectives de développement des filières de l'élevage, de la pêche et des industries animales. Ce que nous faisons ce matin est d'une importance stratégique déjà, mais d'une importance opérationnelle. Peut-être certains ne voient pas la portée de ce que nous faisons ce matin. Je suis sûr que beaucoup ne comprennent même pas la portée de ce que nous faisons, mais nous avons trouvé le point d'appui qu'il faut. Je crois que la pêche artisanale, la professionnalisation a trouvé son point d'appui à travers votre projet. Je vous remercie et je vous en félicite. Au cœur des échanges figurait la modernisation des chaînes de valeur, la création d'emplois et le renforcement de la production locale. L'économie bleue, qui contribue à hauteur de 5,8% du PIB national, et représente près de 3% des emplois, apparaît comme un secteur à fort potentiel. Fondée sur l'exploitation durable des ressources marines et des eaux continentales, elle génère des services écosystémiques estimés à plus de 22 600 milliards de francs CFA au Cameroun, selon la Commission économique pour l'Afrique. Pour le promoteur du projet, cette initiative entend transformer durablement les pratiques du secteur en offrant aux pêcheurs un meilleur encadrement technique et professionnel. Notre rôle à nous, c'est de donner donc aux pêcheurs camerounais les outils en les encadrant, en leur donnant un métier nouveau, une perspective nouvelle pour inverser la tendance de capture et de collecte. Voilà le projet qui est inauguré ce jour dans son étendue. Malgré ces atouts, le secteur halieutique reste confronté à plusieurs défis. Les exportations de crevettes camerounaises demeurent limitées à quelques centaines de tonnes par an, selon les données disponibles. Face à cette situation, les professionnels plaident pour une meilleure structuration de la chaîne de valeur, afin d'améliorer la compétitivité du secteur et d'accroître la transformation locale des produits de pêche. C'est un intérêt capital pour la pêche de manière globale parce qu'elle vient professionnaliser déjà les acteurs et permettre que cette compagnie puisse exploiter de manière professionnelle le vaste potentiel qu'est la pêche artisanale de notre pays. Cela va permettre effectivement d'améliorer la production, participer aux politiques
globale que se donne le pays dans ce domaine-là, mais ça va également permettre, sur un plan social, de pouvoir employer les jeunes qui dans ce secteur d'activité. Donc c'est pour nous un lancement qui est très important. L'un des temps forts du forum a été le lancement au débarcadère de Youpé du programme de professionnalisation de la capture et de la collecte de la pêche artisanale et semi-industrielle, porté par l'Hot Consulting Product of CSA. Cette initiative vise à renforcer les compétences des acteurs du secteur et à améliorer les pratiques de production, soutenues par les pouvoirs publics. Elle illustre la volonté du Cameroun de faire de la pêche un moteur durable de croissance, d'emploi et de compétitivité au sein de la sous-région CEMAC. Le système éducatif africain connaît des évolutions importantes entre 2023 et 2025, marquées à la fois par des progrès et des défis persistants. Selon les données officielles, le taux d'analphabétisation des jeunes en Afrique subsaharienne a atteint environ 67,5% entre 2023 et 2024, tandis que celui des adultes est d'environ 64%, témoignant d'une amélioration progressive de l'accès à l'éducation. Il s'agit strictement d'évaluation. Et je pense que le PASEC a pour mission d'évaluer les différents systèmes éducatifs. Et c'est un enjeu de taille pour les différents systèmes éducatifs dans les différents pays. Évaluer pas pour des classements, on l'a rappelé tout à l'heure, mais évaluer pour permettre d'aller plus loin. Cependant, le principal enjeu actuel concerne la qualité de l'enseignement. Un rapport de l'UNESCO publié en 2025 révèle que seulement 10,8% des élèves atteignent les compétences minimales en lecture et en mathématiques à la fin du cycle primaire. Cette situation met en évidence une véritable crise des apprentissages fondamentaux. Widosoft was a learning management system, perhaps Widosoft était un système de gestion de l'enseignement, probablement l'un des rares de ce type en Afrique, au point d'avoir été adopté par l'UNESCO. J'ai eu l'occasion de le déployer dans 13 universités africaines sous l'égide de cette organisation. Out of that, I got a Distinguished Scholar Award of the University of Nairobi. Les systèmes éducatifs africains font face à une importante pénurie d'enseignants, estimée à environ 15 millions de postes à pourvoir d'ici 2030 pour atteindre les objectifs de développement durable. Dans ce contexte, l'Union africaine a déclaré 2024 année de l'éducation afin de renforcer la formation des enseignants. En Afrique du Sud, malgré la formation annuelle de 24 000 à 30 000 enseignants, les départs restent élevés, créant un déséquilibre entre le besoin du système éducatif et les profils disponibles. Ce n'est pas facile d'enseigner lorsqu'il y a tellement de monde dans les salles de classe. C'est totalement difficile parce que quand on va dans les autres salles, les tables sont juste devant la porte et c'est difficile. Les investissements publics dans l'éducation restent une préoccupation majeure dans plusieurs pays, se situant souvent en dessous de 4% du PIB, ce qui limite la modernisation des infrastructures scolaires et l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Au Sénégal, en revanche, l'éducation représente une part importante des dépenses publiques, soit environ 29,8% du budget de l'État et plus de 7% du PIB. Pas moins de 16 000 membres des forces de l'ordre françaises sont mobilisés pour assurer la sécurité du sommet du G7 qui s'ouvre ce lundi dans la station thermale d'Évian. Un sommet qui intervient dans un climat de vive tension, des affrontements ayant éclaté dimanche à Genève entre des manifestants anti-G7 et la police. Au cœur de l'important dispositif de sécurité, les équipes de déminage seront chargées de contrôler plusieurs milliers de véhicules durant le sommet. On a des volumes qui sont prévus où on est un peu autour du millier de voitures par jour. Aujourd'hui, c'est le début du sommet, les autorités arrivent demain, mais grosso modo, on sera entre 500 et 1000 voitures par jour, à vue de nez, bien sûr. Tous les véhicules entrant sur le site du sommet sont passés au crible par un dispositif de pointe qui permet aux démineurs de détecter tout appareil suspect accroché sous le châssis. Donc en fait, le véhicule passe sous la plaque jaune, sur la plaque jaune que vous voyez à côté. Et après le passage, on obtient cette image qui nous permet de checker l'entièreté du véhicule
Donc les passages de roues, au niveau des échappements. C'est ensuite au tour des chiens détecteurs d'explosifs d'intervenir pour vérifier l'intérieur des véhicules, suivis par des spécialistes issus de l'armée. Une opération complexe qui doit pourtant être effectuée en quelques minutes à peine. Faire un véhicule nous prend, c'est assez rapide. Hein. On peut être entre 5 et 7 minutes par véhicule. Donc on peut absorber quand même un flux de véhicules assez important. Ce dispositif de sécurité renforcé a été largement inspiré par celui mis en place durant les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Là, il y a un peu plus de 100 démineurs qui sont engagés sur le service. Ça fait pratiquement un tiers des effectifs du service du déminage au complet. Chaque ligne oblige à mettre en place des conducteurs de chiens avec des chiens détecteurs signaux explosifs et des spécialistes de la recherche de l'explosif qui sont là pour cette séquence-là, issus des armées. Le président français Emmanuel Macron reçoit ce lundi les autres dirigeants du G7 à Évian. Plusieurs pays invités, dont le Brésil et l'Inde, sont également représentés. Se préparer à la guerre moderne, c'est l'objectif du salon Eurosatory de la défense et de la sécurité qui se déroule cette semaine à Paris. Ici, l'Europe se prépare à une guerre au sol. Lors de l'édition précédente, en 2024, l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine semblait inconcevable. Aujourd'hui, la probabilité d'un choc à l'Est face à la Russie est de plus en plus forte, selon le général Philippe de Montenon. Nous nous préparons à vivre un combat du type de celui que mènent très courageusement les Ukrainiens. Vous voyez que ce combat, il est, par rapport à ce qu'on a pu connaître dans toutes les dernières années, extrêmement consommateur de munitions, consommateur aussi de vies humaines. Il est dronisé, il est robotisé, il est numérisé. L'atout majeur et le défi majeur des combats en 2026 est le drone. Chaque char présenté à Eurosatory est escorté de son système anti-drone. Chaque manœuvre a son robot volant associé. En 2025, l'armée française n'en avait que 4000. Elle est en passe d'en acheter 14 000 autres. C'est sur les champs de bataille ukrainiens que le drone est devenu le symbole de la guerre moderne. Le pays est maintenant expert dans l'utilisation de ceux-ci. Un savoir-faire recherché. 80 sociétés ukrainiennes sont présentes au salon Eurosatory 2026 contre 10 pour l'édition précédente. La Côte d'Ivoire a battu l'Équateur 1-0 en Coupe du Monde grâce à un but d'Amad Diallo à la 90e minute dimanche soir à Philadelphie. La joie des supporters, parmi lesquels la fille du sélectionneur Faye Emers. Je suis tellement fier de mon pays, je me suis senti tellement heureuse pendant ce match et je tiens à dire que je suis vraiment fier de mon père, qui est l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Tout le monde est heureux, alors merci beaucoup. Les éléphants qui n'avaient plus participé à la Coupe du Monde depuis 2014 ont su saisir leur chance en mettant fin à une série de 19 matchs sans défaite de l'Équateur. On avait vraiment l'impression que nous étions tous très inquiets de savoir si on allait marquer ou non. Mais au final, nous sommes vraiment ravis, heureuses. J'ai eu l'impression que nous partagions toutes les mêmes émotions à ce moment-là. Et je dirais aussi qu'à ce moment-là, tout le stade était rempli de supporters équatoriens. Quand on a marqué le but, c'est nous qui avons fait le plus de bruit dans le stade. Un peu plus tôt dans la journée, dans ce groupe E du mondial, l'Allemagne a battu Curaçao 7-1 et la Suède s'est largement imposée face à la Tunisie 5-1 dans le groupe F. Les réactions des supporters à l'extérieur du stade de Monterrey au Mexique ont été mitigées dimanche alors que la Suède écrasait la Tunisie 5-1 lors de la Coupe du Monde de football. On a perdu le match, mais quoi qu'il arrive, on aime toujours la Tunisie, c'est notre pays, on l'aime. Alors quoi qu'il arrive, 5-0, 10-0, on aime la Tunisie. Omar Rekik a marqué le seul but de la Tunisie classée 45e. Le pays africain dispute sa 7e Coupe du Monde mais n'a jamais dépassé la phase de groupe. Côté suédois, Yassine Ayari a marqué 2 buts. La Suède, quant à elle, occupait la 39e place du classement mondial. C'était parfait, exactement comme on le voulait. On a pris rapidement l'avantage, un but rapide qui nous a permis de devancer l'équipe tunisienne. Et ensuite, ça nous a donné tout ce qu'on pouvait espérer de l'équipe. Tout ce qu'on voulait, c'était quelques buts d'avance puisque le Japon et les Pays-Bas avaient fait match nul. C'est tout ce qu'on voulait.
La Suède n'avait pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 après avoir atteint les quarts de finale il y a 8 ans en Russie.